Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un point lecture. J'ai pas mal de choses à vous présenter, 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai 6 lectures que j'ai terminées. Alors vous allez voir, ça va être très déséquilibré puisque j'ai 4 lectures moyennes, voire que j'ai pas du tout aimées, et 2 lectures que j'ai adorées. Donc c'est parti, comme d'habitude, je commence par ce que j'ai le moins aimé. Et la palme du livre qui m'a le plus ennuyée ces derniers temps, c'est Pièces détachées de Phoebe Morgan aux éditions de l'Archipel dans leur collection Archipoche. J'ai lu ce roman avec Hélène, je crois, en lecture commune. Et on peut dire que c'est un fiasco total pour moi parce que je n'ai rien aimé dans ce bouquin à tel point que je me suis posé la question si j'allais l'abandonner ou pas. Finalement, voilà, c'est un service presse donc je suis allée au bout et je n'ai rien aimé dans ce livre. Alors de quoi ça parle? On est à Londres, on suit Corinne qui a 34 ans, qui désespère d'avoir des enfants, elle fait fif sur fif, ça échoue, avec son mari Dominique. Et parallèlement, on va suivre aussi la sœur de Corinne qui s'appelle Ashley, qui elle a 3 enfants, elle ne s'en sort pas. Alors, elle s'en sort pas, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que en gros, elle met tous ses enfants, donc il y en a une qui est ado, un qui va à l'école, l'autre qui va chez une nounou. Et elle est un peu seule dans sa vie, Ashley. Son mari travaille beaucoup, à tel point qu'elle le soupçonne d'ailleurs d'avoir une maîtresse. Elle s'en sort pas à tel point, c'est ce que je voulais vous dire, qu'elle a même pas le temps de se faire un café et qu'elle croque, vous savez, les grains lyophilisés là, de café style Maxwell, tellement elle n'a pas le temps. Bref, voilà. Donc elle passe pour une mère débordée. Corinne se sent très seule aussi et un jour, sur le pas de sa porte, elle trouve un petit élément, une petite cheminée qui correspond en fait à une cheminée qu'elle avait dans la maison de poupée que leur père leur avait acheté avec donc Ashley quand elles étaient petites. Donc elle trouve un premier élément sur son palier, bon d'accord, ok, elle fait pas trop le rapprochement. Et puis au fur et à mesure des jours, elle va trouver différents éléments sur son paillasson et un petit berceau, un petit, j'en sais rien moi, une petite armoire, etc. Voilà, donc ça c'est pour le titre, Pièces détachées. Dans le même temps, Ashley reçoit des coups de fil anonymes, donc personne au bout du fil, ou alors une respiration, voilà. Et c'est d'un ennui total en fait, parce que tout le long du livre c'est ça. Corinne qui reçoit des pièces détachées donc de son ancienne petite maison de poupée. Ashley qui reçoit des coups de fil anonymes, qui pense que c'est la maîtresse de son mari, au lieu d'avoir une explication avec son mari, bref, tout est repoussé, les personnages ne se parlent pas, il n'y a pas de communication possible. Que vous dire de plus? C'était vraiment d'un ennui mortel. Sachant qu'en plus vous avez des paragraphes qui sont en italique. Et dans ce paragraphe en italique, on a une autre femme qui parle de son enfance. Donc on revient dans le passé. Et en fait, moi je me suis doutée que c'était ça allait apporter pour le dénouement. Voilà, donc en gros, à partir de la page 70, j'avais deviné exactement qui parlait, pourquoi, etc. Qui envoyait ces petits trucs de poupée, qui faisait des coups de fil anonymes, bref. Il y a la fin qui est éventuellement un peu intéressante. Il fait quand même 440 pages ce livre, voilà, faut s'accrocher. Ouais, la fin est il y a un peu de suspense à la fin, mais bon, moi j'avais tout deviné, c'était ennuyant, c'était... il n'y avait rien, en fait il n'y a rien, on nous parle de la vie de ces deux femmes et il se passe rien. Voilà, c'est pas trépidant, ça m'a pas... Les personnages se posent beaucoup de questions pour pas grand chose. Voilà, donc ça c'était vraiment le gros fail du mois. Ensuite, gros fail également, j'ai lu Les yeux d'Ava de Wendell U3 aux éditions du Livre de Poche et je n'ai pas du tout aimé cette lecture non plus, qui pourtant partait super bien parce que j'ai dévoré les 100 premières pages. Donc on suit... comment est-ce qu'elle s'appelle? Ava, je suis idiote. Alors on suit Ava qui mène une vie dont elle rêvait. Elle s'est mariée avec son amour de jeunesse, elle a des jumeaux et il décide pour les 9 ans des jumeaux de faire une excursion, de partir faire du camping. Et accident de voiture, je ne vous raconte pas tout à fait les circonstances.
Ava perd son mari et perd sa fille. Donc elle arrive à sauver son fils, parce que les jumeaux, il y avait une fille et un garçon, elle arrive à sauver son fils. Donc dans les premiers temps, on va suivre Ava qui se réveille à l'hôpital, etc., qui essaie de saisir la réalité, le choc d'avoir perdu sa fille, d'avoir perdu son mari. Et en creusant un peu dans le passé de son mari, parce qu'en fait les gendarmes viennent enquêter et lui disent écoutez, on a fait des analyses toxicologiques, ce qui est tout à fait normal puisque c'était un accident de la route, et on a vu que votre mari était positif au cannabis. Donc Ava d'abord complètement étonnée parce qu'elle a jamais vu son mari fumer quoi que ce soit. Et en fait en creusant un petit peu dans le passé du mari, elle va se rendre compte qu'il lui a caché beaucoup de choses. Donc moi, au bout de 100 pages, je me suis dit super, ça part là-dessus. En fait, le mari d'Ava lui a caché des tas de choses et on va partir sur une espèce d'enquête, de thriller. L'homme qu'elle a épousé n'est pas du tout celui qu'elle pensait être. Et en fait, pas du tout. Ça part sur la descente. Alors, le problème du mari s'est résolu en 2 secondes. Hein, voilà. Et en fait, ça part sur la descente aux enfers de Ava, qui va faire une dépression, donc va être hospitalisée à l'hôpital, puis dans un centre spécialisé, etc. Et puis ça va être de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Donc voilà. Donc j'ai été hyper déçue parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à ça. C'est marqué thriller et pour moi c'est pas du tout un thriller. Pour moi c'est un roman contemporain noir sur la descente aux enfers d'une femme. La fin du livre, il y a des rebondissements. On se demande de ce qui va lui arriver de pire que ce qu'elle vit. Je me suis pas du tout attachée au personnage, je suis vraiment passée à côté. Et j'ai été, je vous dis, je pense que ce qui m'a vraiment déçue, c'est que ça m'a trompée. Je me suis dit, bon, on va partir sur le secret du mari de Ava, et en fait, pas du tout. On part sur sa descente aux enfers, et j'avais envie de la claquer, quoi, plus qu'autre chose. C'était un personnage horripilant qui, pareil, à la fin, alors j'ai accéléré, j'ai mis vraiment un coup de pression pour le terminer, pour faire mon avis, parce qu'il fait partie, vous savez, du prix des lecteurs du livre de poche. C'était un des 3 pour lesquels il fallait voter pour le mois de juin, donc j'ai pas voté pour celui-ci, vous vous en doutez. Voilà, donc écoutez, ce n'est que mon avis, j'ai vu des avis très très positifs qui passaient dessus. Quelques avis négatifs, j'en fais partie, c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu, alors toujours pour le prix des lecteurs du livre de poche, La relique du chaos de Giacometti et Raven. Alors, c'est un tome 3. C'est... ça fait partie d'une saga qui s'appelle la saga du soleil noir. Donc c'est le tome 3. Donc déjà, je ne comprends pas ce choix en fait de nous envoyer un tome 3 pour ce prix des lecteurs. Voilà, c'est très compliqué de se faire un avis. Alors, certes, au début du roman, vous avez 3 pages qui vous résument le tome 1 et le tome 2. Ok, bon, d'accord. Et ensuite, vous êtes en plein dans le tome 3, donc les personnages, vous les connaissez pas. Il faut essayer de choper le truc, qui est qui, voilà. Bon. Alors, pour vous faire rapidement le pitch du bouquin, je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est un tome 3. On va suivre, donc on est en 42. En pleine Deuxième Guerre mondiale, on va suivre, je sais même plus son nom, Tristan Marcas, qui est en fait un agent double. Donc il est à la solde des Anglais, je crois, et il se fait passer pour un agent des services secrets allemands. Et il a eu pour mission dans les 2 premiers tomes de retrouver des Svastikas, donc les Svastikas, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, vous savez tout à fait ce que c'est la croix gammée. Et en fait c'est un ancien symbole religieux que l'on trouve notamment en Asie. Et en fait les Allemands étaient contre toute attente, très superstitieux. Et donc il est chargé de retrouver 4 Svastikas qui auraient qui octroieraient un pouvoir incroyable à celui qui les détiendrait, donc Hitler les veut absolument. Dans les premiers et 2e tomes, il en a trouvé 3, et dans le 3e tome, il doit chercher la 4e. Donc c'est encore une fois, c'est marqué policier et thriller, donc c'est ni du policier ni du thriller, pour moi c'est du pur roman d'aventure, un peu à la Indiana Jones. On va aller en Russie, on va aller en Angleterre, on va aller en France, on va aller voilà, dans toute l'Europe, on va parcourir l'Europe pour retrouver cette Svastikas. Voilà, il décode des symboles, il va dans les catacombes, ce genre de trucs. Bon, alors, ce qui était étonnant avec ce livre, c'est qu'il y a des moments où j'étais à fond dedans,
notamment quand ça fait un peu style Indiana Jones qui cherche, vous savez, ce côté un petit peu archéologique, chasse au trésor, ça j'ai bien aimé. Et puis il y a des moments où je me suis copieusement ennuyée parce que il y a plein d'intrigues parallèles avec des personnages, je voyais pas ce qu'ils venaient faire là parce que comme j'ai pas lu le premier et le deuxième tome, bah je comprenais pas ce qu'ils venaient faire ici. On a beaucoup d'intrigues politiques aussi forcément puisqu'on n'est pas en plein Seconde Guerre mondiale, en pleine Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est pareil, c'est un livre, bah vous voyez, franchement je l'ai lu il y a 15 jours et je m'en souviens déjà plus trop. Donc je peux vous conseiller ce bouquin en commençant par le premier tome de la saga et ne vous attendez ni à du policier ni à du thriller mais à du bon grand roman d'aventure et je pense que ça peut le faire tout à fait sur la plage cet été. Ah, on entame les bouquins que j'ai à peu près aimés. Alors, que j'ai même beaucoup aimé. Donc celui-ci, Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre aux éditions Albin Michel, c'est le dernier Pierre Lemaitre, mais c'est aussi son premier. Donc je m'explique, Pierre Lemaitre, vous le connaissez sûrement, il a commencé par écrire des romans policiers, des thrillers, et en fait ça c'est un prologue dans lequel il nous explique que c'est un des premiers romans policiers, oui, qu'il a écrit, et qu'il avait mis dans un tiroir, etc. Et en fait il l'a ressorti, il l'a un peu remanié, et il a été publié. Donc c'est plutôt une œuvre de... on appelle ça une œuvre de jeunesse. Bon, voilà. Alors, dans ce roman qui est complètement barré, à l'image de ce titre et à l'image de ce chien qui vous regarde d'un œil désabusé, on suit Mathilde qui a la soixantaine, on est dans les années 80. Mathilde, voilà, soixantaine, elle est veuve, elle a une fille avec laquelle elle ne s'entend pas, elle vit dans un petit pavillon en banlieue parisienne. Elle a sa petite Renault 5, tout va bien, et c'est une petite mamie qui commence à prendre du poids avec l'âge. Et puis on la suit, elle a son chien, donc son chien qui s'appelle Ludo, qui est un dalmatien, avec qu'elle balade un peu partout, et on la suit un soir. Elle se rend sur l'avenue Foch à Paris, qui est une avenue assez chic. Elle avise un type qui est en train de promener un teckel, et elle bute de sang-froid avec un pistolet le chien et le maître. Voilà. Et on apprend qu'en fait, Mathilde est une sorte d'agent. Alors on ne sait pas par qui elle est vraiment employée, on ne sait pas pour qui elle travaille, on ne sait pas vraiment quelles sont ses missions, mais en tout cas c'est une femme qui a un passé assez important avec notamment la Seconde Guerre mondiale où elle était résistante. Et ensuite on a exploité ses talents de tueuse entre guillemets et elle continue à comment dire, exécuter des contrats. Et donc son job c'est de tuer les gens. Voilà. Sauf qu'en fait, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Un jour, on lui confie un autre contrat et Mathilde, elle commence à devenir vieille. C'est aussi un roman sur la vieillesse, sur le fait que quand on est vieux, on peut être isolé, on peut perdre la tête. Vous avez beaucoup de choses sur Alzheimer, etc. Et donc, elle va perdre un peu la boule, Mathilde, et elle va commencer... En fait, ça va devenir n'importe quoi. Ce qu'elle pensait être une cible n'en était pas du tout une. Elle va tuer un peu n'importe qui. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle ne se fait jamais choper parce qu'on ne la soupçonne pas. Puisqu'une mamie de 60 ans, un peu rondouillarde, dans sa Renault 25, on la soupçonne pas. Donc c'est assez drôle, c'est de l'humour noir grinçant. C'est un vrai jeu de massacre, ça part dans tous les sens, c'est complètement barré. Franchement, je me suis régalée, c'était bien. Et en plus, il y a la plume de Pierre Lemaitre, donc c'est assez... Enfin, moi j'aime beaucoup sa plume, je trouve qu'il écrit très bien. Après, vous attendez pas à une grosse enquête. D'ailleurs, les personnages auxquels on s'attache se font tuer les uns après les autres. Et faut le lire vraiment comme un livre complètement... Oui, qui rentre dans aucune case. C'est complètement fou, c'est barré, les personnages se font dézinguer les uns après les autres. Et ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup parce que c'est assez jubilatoire. Et on attaque les romans que j'ai particulièrement aimés. Alors, un presque coup de cœur, Le Dilemme de Béa Paris aux éditions Le Livre de Poche. J'ai voté pour celui-ci dans le cadre du prix des lecteurs. Et contre toute attente, j'ai adoré ce bouquin. En fait, j'avais lu plein de critiques qui me donnaient pas envie. On parlait de thriller domestique. Voilà, franchement, je l'ai fini, j'ai lu les deux autres avant. Et celui-ci, je l'ai gardé en dernier parce que il me faisait pas du tout envie. Et alors, je l'ai
dévoré en 2 jours. Je crois que je l'ai commencé le dimanche après-midi, je l'ai fini le lundi soir. C'était vraiment trop bien. Alors, on suit un couple d'anglais. Je sais plus où est-ce que ça se déroule, pas à Londres. On suit Livia qui va fêter ses 40 ans et on suit Adam, son mari. Ils ont 2 enfants, ils ont Josh et ils ont Marnie. Ils ont eu leurs enfants très tôt parce qu'en fait Livia a rencontré Adam au lycée, elle est tombée enceinte, elle a 17 ans, elle a été reniée par ses parents. Et en fait, elle n'a jamais eu le mariage qu'elle voulait. Les débuts avec Adam, quand ils ont eu Josh, leur premier enfant, ça a été très compliqué. Tout ça, on nous le dit dans le livre. On revient sur le passé des personnages. J'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, ils ont eu Marnie. Marnie vit à Hong Kong. Et Livia va avoir 40 ans. Elle se dit, j'ai pas eu le mariage que je voulais. J'ai 40 ans. Je veux absolument faire une grande réception. Un peu se rattraper sur le mariage qu'elle n'a pas eu. Donc, traiteur, elle loue des tentes, elle invite plein d'amis. Et en fait, le livre va se dérouler principalement sur une journée. Et Adam, qui est son époux, se dit, pour l'anniversaire de ma femme, je vais lui faire une surprise. Je vais demander à Marnie, donc leur fille qui fait ses études à Hong Kong, de revenir et ce sera une surprise. Ça fait quelques mois qu'ils ne l'ont pas vue. Donc il lui prend un billet de train. Elle est censée faire Hong Kong, le Caire, Amsterdam et Amsterdam, Londres. Et au cours de la journée, Adam, en surfant sur internet, en regardant les infos, va voir que l'avion qui faisait le Caire Amsterdam s'est écrasé au décollage. Et sa fille, toute la question du dilemme, c'est sa fille. Alors, était-elle dedans ou pas? Parce qu'en fait, il y a eu des soucis, des retards, etc. On ne sait pas si elle a réussi à prendre cet avion. Et le dilemme d'Adam, c'est, il y a la fête qui va se dérouler. Est-ce qu'il doit dire à sa femme, Livia, qui attend cette fête depuis des années, que leur fille est peut-être morte dans l'avion ou pas? En gros, c'est ça le dilemme. Il va se poser cette question tout au long de la journée. Mais le roman ne repose pas uniquement là-dessus. On va aller sur le passé des personnages, notamment sur plein de secrets de famille. Alors sur les passés douloureux, le passé douloureux entre Adam et Livia au début de leur mariage. Sur Marnie, la fille de Livia et d'Adam, qui leur a caché beaucoup de choses. Livia a découvert beaucoup de choses sur sa fille. C'était super bien. C'est un livre sur les secrets de famille. C'est un livre sur cet homme qui, pendant toute une journée, porte le poids de la culpabilité. Doit-il le dire à sa femme ou pas? 100 pages avant la fin, on a la réponse. Je ne vous dirai pas laquelle, bien sûr. Ça continue après 100 pages plus loin. Voilà, j'ai tout aimé dans ce bouquin. J'ai aimé l'attention, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé surtout les secrets de famille qui sont révélés. Et franchement, je fais des hypothèses de temps en temps, et en fait c'était pas du tout ça, j'étais complètement à côté de la plaque. C'est hyper bien fait, c'est hyper réaliste. Alors pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que je trouve qu'à un moment donné quand même dans le bouquin il y a un petit coup de mou. Le livre il fait 370 pages. Bon voilà, il y a un coup de mou au milieu du livre, je me suis pas ennuyée, mais j'ai trouvé que ça ronronnait à un moment donné, on était un peu sur les mêmes thématiques. Mais franchement je vous le conseille. Alors allez lire d'autres chroniques, parce que à l'inverse de moi, d'autres lecteurs ne l'ont pas du tout aimé ce bouquin, ont détesté, ont trouvé justement que c'était plat. Moi c'était vraiment, j'ai été emportée, je vous le dis, je l'ai lu en 2 jours. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne lecture. Et bien ça fait pas mal de policiers thrillers, hein, finalement. Je termine avec un coup de cœur, puisqu'il s'agit de La Cité de Letton de S.A. Chakraborty, aux éditions de Saxus, que j'ai lu en lecture commune avec Dorian, et nous nous sommes régalés tous les deux. Donc il s'agit d'un premier tome. Attention, c'est de la grosse fantaisie, et qui plus est de la fantaisie orientale. Si vous êtes amateur de fantaisie, dans le sens où vous ne connaissez pas trop la fantaisie, vous avez un peu de mal, je ne vous conseille pas ce bouquin, parce qu'il est assez complexe, l'univers est très bien détaillé. Je vous conseillerais pas ce livre pour vous lancer dans de la fantaisie. En revanche, si vous aimez la fantaisie, que vous en lisez régulièrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. On est au Caire, au XVIIIe siècle, au début. On va suivre Nari, qui est une jeune femme qui vit dans la rue, en fait. Hein. Elle est guérisseuse, elle a des pouvoirs, elle parvient en imposant les mains à détecter les maladies, à guérir. Et elle vit surtout en escroquant les autres. Et lors d'une de ces escroqueries, elle va, sans le faire exprès, invoquer un djinn. Donc les djinns, ce sont, vous le savez sûrement, des esprits orientaux, des sortes d'esprits orientaux, voilà. Donc elle va invoquer Dara,
sans le faire exprès. Or, Dara, c'est une sorte de djinn un peu spécial, un ancien guerrier, et il va avoir pour mission, en fait, il a vu que Nari était la dernière descendante d'une très grande famille. C'est un peu compliqué à vous résumer, mais en gros, il a pour mission de l'emmener à la cité de Letton. Alors, la cité de Letton, seuls les personnages, donc les djinns ou les personnages qui sont dotés de pouvoir peuvent y pénétrer, les humains ne peuvent pas y aller. Et on va donc suivre, dans un premier temps, Dara et Nari, toute leur expédition pour se rendre dans cette fameuse cité de Letton. Ensuite, on va les suivre dans la cité de Letton, où on se rend compte qu'en fait les djinns sont organisés par système de caste. Donc vous avez ceux qui sont au-dessus de la société, et puis au fur et à mesure on descend avec plein de problèmes politiques, de problèmes d'organisation de la société, etc., de droits qui sont donnés aux uns et pas aux autres. Donc on va suivre Nari dans certains chapitres, et on va suivre dans d'autres chapitres en alternance Ali, qui lui est un djinn qui appartient à la haute caste de la cité de Letton, puisque c'est le prince en fait, héritier. Et les chapitres qui concernent Ali sont très politiques, sont très détaillés, parce qu'en fait Ali se rend compte que ceux qui sont tout en bas de l'échelle de la société souffrent énormément et voudrait leur accorder plus de droits. Voilà, donc il faut quand même un peu s'accrocher, c'est un univers hyper complexe, hyper détaillé comme je vous l'ai dit. Il y a tout un pan politique qui est vraiment très bien amené, où parfois j'ai eu un peu de mal, parce que c'est vraiment pas de la fantaisie très facile. Après vous avez tout ce qui est oriental, moi j'ai adoré. Chakraborty, elle s'inspire beaucoup de la mythologie iranienne, de la mythologie perse, irakienne, et donc de la mythologie antique, hein. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que moi j'y connaissais pas grand chose, donc elle fait vraiment appel à toute cette mythologie qui est vraiment passionnante. Les personnages, on se dit au départ qui sont un peu caricaturaux, un peu stéréotypés, et en fait elle les amène à un endroit où on ne s'en doutait pas du tout. C'était vraiment bien, on se croit vraiment dans cette cité de Letton, c'est vraiment détaillé avec force. Les odeurs, les couleurs, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller cette énorme pavasse. Alors pour ceux qui sont curieux, elle fait 630 pages, et un petit glossaire à la fin. C'est le premier tome, je suis allée voir sur Livre Addict, le deuxième tome est encore plus gros et le troisième tome est encore plus gros, voilà. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est de la très belle fantaisie, et allez-y, vous ne serez pas déçus. Voilà, j'ai terminé ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous les avez lus, si vous avez aimé ou pas, ou si justement je vous ai donné envie de les découvrir. Je crois que ce sera ma dernière vidéo, parce qu'après je suis en vacances et j'aurai pas l'occasion de vous tourner de vidéo, donc ce sera dans la prochaine vidéo dans très longtemps. Voilà, donc si vous avez des vacances, je vous souhaite de très belles vacances, de très belles lectures. De toute façon, je suis toujours sur Instagram, où je ferai régulièrement des points lecture, en story ou bien en post. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. En tout cas, merci, bel été à tous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!